Le cours du jour aborde la conduite de la négociation, de la préparation et au traitement des objections. C'est ça qu'on va voir. OK, allons-y. Mais avant, ça vous rappelle la négociation, les différents types de négociations. On a les grandes négociations, on a les petites négociations. Et grande négociation, quand on parle de grande négociation, on parle de négociation à dominante acheteur. Acheteur, c'est des personnes qui vont acheter, l'enjeu est plus élevé. Les personnes qui vont acheter, l'enjeu est plus élevé. Donc, c'est la négociation à dominante acheteur. Prenons le cas, vous travaillez pour une ONG dans un pays quelconque, hein, mais l'ONG agit sur le développement ou bien sur l'humanitaire. Mais dans l'humanitaire, qu'est-ce qu'on fait dans l'humanitaire? On répond à des besoins urgents. Besoins urgents, vous allez négocier pour les besoins urgents. Là encore, quand vous allez négocier, il faut que vous négociez des marges pour l'ONG. Ce n'est pas pour vous. Vous négociez des marges pour l'ONG. C'est pour cela que ces genres de négociations sont très importants. Voilà, négociations importantes. Et comme vous êtes acheteur, et il faut faire appel à l'intervention diplomatique. Vous allez négocier avec un autre pays, si c'est dans un autre pays, ou bien si le cadre de la négociation se passe sur le marché international, il faut faire appel à la diplomatie. Ça, on avait déjà parlé, mais sans entrer dans les détails. Quand on dit on fait appel à la diplomatie, c'est pas que vous êtes des diplomates, mais vous faites appel à des diplomates. Je ne sais pas dans quel pays où vous êtes, mais si votre pays d'origine possède des relations diplomatiques avec le pays dans lequel vous allez acheter un produit, ou vous allez acheter des marchandises, là, vous faites intervenir ces personnalités qui représentent votre pays, qui sont déjà payées avec vos impôts. C'est important. Vous n'allez pas débourser de l'argent, vous n'allez pas payer ces gens-là, parce que ces gens-là sont déjà payés par les taxes que vous payez, les impôts que vous payez. Voilà, ce sont ces gens-là qui vont intervenir pour vous en amont. Ces gens-là doivent intervenir pour vous en amont. C'est leur rôle. On les paye pour ça. Ça, c'est important. C'est l'enjeu diplomatique. Ça, il faut tenir compte de ça. Et voilà. Et puis, il y a une partie aussi à dominante vendeur. Dominante vendeur, c'est beaucoup plus sans des négociations, des petites négociations, c'est ce qui sont des négociations à dominante vendeur. Là, c'est l'offre de vente. C'est l'offre de vente, ce sont des petites négociations. L'enjeu n'est pas trop élevé parce que c'est juste, vous êtes là pour écouler des produits. Vous êtes là pour écouler des produits en tant que vendeur. L'enjeu n'est pas élevé. Mais si vous voulez acheter déjà, il faut que vous faites pas avoir. Il faut que les gens ne vous en aient pas. Les gens ne volent pas votre argent. Là, c'est pour cela qu'on parle d'une grande négociation. Et voilà, grande négociation. Les petites négociations, négociation à dominante vendeur. Grande négociation, c'est négociation à dominante acheteur. Pour la négociation à dominante acheteur, vous faites intervenir le corps diplomatique de votre pays, vous faites intervenir les diplomates aussi. Mais par contre, si vous travaillez dans la diplomatie, pour vous représenter un pays, vous êtes souvent en contact à ce type de négociation, une négociation à dominante acheteur, la grande négociation. En quelque sorte, la petite négociation, c'est pour vendre un produit. La grande négociation, c'est pour faire un peu la diplomatie. Voilà. Mais l'ensemble, soit grande négociation ou petite négociation, se retrouve dans le domaine de la négociation commerciale. La négociation commerciale, c'est l'ensemble plus large et à l'intérieur de la négociation commerciale, il peut y avoir la grande négociation ou négociation diplomatique, il peut y avoir petite négociation ou négociation offre de vente. Ça, c'est important. Une grande négociation, négociation à dominante acheteur ou négociation diplomatique et petite négociation, négociation à dominante vendeur et offre de vente. Dans l'ensemble, ces types de négociations se trouvent à l'intérieur de la négociation commerciale. Voilà. Ça, vous n'allez pas oublier. Grande négociation ou négociation diplomatique,
petite négociation ou négociation offre de vente. Quand vous voulez vendre un produit, vous allez faire la petite négociation. Vous faites la petite négociation. L'enjeu n'est pas élevé. Quand vous voulez acheter un produit, l'enjeu est plus élevé. C'est la grande négociation. Déjà, il faut que vous connaissiez les produits pour ne pas vous faire avoir. Vous connaissez les produits, les caractéristiques des produits, pour ne pas prendre des faux aussi. Des faux ou bien la contrefaçon aussi. C'est important. On compte de ça. Là, on parle de grande négociation. Mais quand ça concerne des pays, vous faites intervenir des corps diplomatiques. Et puis, quand vous faites la grande négociation, il faut être de plus en plus diplomate. Voilà. C'est ça qu'on devait voir, qu'on devrait revoir. Déjà, on continue. C'est les différentes situations des négociations. Parmi les différentes situations, on a les grandes négociations et les petites négociations. Voilà, ça c'est important. On va voir maintenant en fonction euh, des positions, en fonction des positions de l'interlocuteur, comment vous pouvez réagir. Quelles solutions à proposer. D'accord? Et voilà. Négociation sur position, on a position douce et aussi position dure. Alors, position douce ou doux, les participants sont des amis. Ce sont des amis qui négocient. Ça passe très bien. Là, on prend l'exemple des participants sont des amis, mais ça peut être également des partenaires qui ont déjà travaillé dans le passé. Quand on dit ce sont des amis, ce n'est pas forcément des amis dans tous les cas. Ça peut arriver. Des amis, vous vendez des choses, vous construisez des choses, vous fabriquez des choses, vous vendez des choses importantes, vous vendez des objets, des biens. Vous faites appel à vos amis pour proposer ces produits-là. La négociation se passe très bien. L'objectif final, c'est toujours de parvenir à un accord. Mais en cas de positionnement dur, les participants sont considérés comme des ennemis. Surtout les hommes politiques, soi-disant, ils disent qu'ils sont des adversaires, mais non, c'est plus que des adversaires. Parce que s'il y a la mort de la personne en face, l'autre partie est content. Ça aussi, ça aussi. Il faut tenir compte de ça. Bah, si vous vous rappelez la mort de John Fitzgerald Kennedy, bien que c'est son vice-président qui a assuré l'intérim qui était devenu président, mais lui, il était content. Il était content. Voilà, ça c'est important. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. L'objectif avec ces genres de négociations, l'objectif c'est de gagner. Quand vous êtes en face d'un ennemi ou d'un adversaire, l'objectif c'est de gagner. Mais quand vous êtes en face d'un ami ou d'un partenaire, l'objectif c'est de parvenir à un accord. C'est ça qui est différent de la négociation. Avec vos amis, vous cherchez à arriver à un accord. Avec des ennemis, l'objectif, c'est de gagner. Ça, vous voyez ça souvent dans certains pays. Dans certains pays, quand il y a des élections, l'objectif, c'est de gagner. L'objectif, c'est de gagner. Le but final, c'est de gagner. Quand il y a l'opposition qui se met en face du gouvernement en place, l'objectif de l'opposition, c'est de gagner. Ce n'est pas de parvenir à un accord. S'ils cherchent à parvenir à un accord, méfiez-vous de l'accord de l'opposition parce qu'il y a souvent quelque chose caché derrière. Quand on dit un accord, parfois il y a l'international aussi qui finance, bien, les grands riches financiers financent derrière. On dit on ne va pas venir à un accord, on ne sait pas ce qui est caché derrière. Voilà. Et négociation d'où on cherche toujours des concessions pour cultiver la relation. On cherche toujours des concessions pour qu'on puisse arriver, continuer à collaborer ensemble. Mais par contre, dans la négociation dure, on exige des concessions comme condition pour continuer à discuter, comme condition pour
continuer à discuter, il faut déjà des concessions dès le départ. Je veux tel poste. On peut continuer à discuter, mais avant tout, est-ce que vous acceptez de me donner tel poste? Ça, c'est les conditions des négociations, surtout en politique. Déjà, c'est ça. En négociation d'où, quel que soit le problème qu'on a, quel que soit le différend qu'on a, on met ça de côté, mais on privilégie la relation. Quel que soit le problème qu'on a entre nous, on met tout de côté. On privilégie la relation. Mais en négociation dure, on est très dur les uns envers les autres. Là, on peut prendre l'exemple, hein, exemple des Américains. Vous négociez avec les Américains en conditions conflictuelles. Là, c'est de la guerre. Et ça continue aussi. En négociation, on fait confiance aux autres. Mais en négociation dure, on se méfie des autres. On se méfie. On ne fait pas confiance à l'autre. En négociation douce, quand il y a des problèmes, on cherche à changer de position. Parce que le but final, c'est d'aboutir à une solution. Mais en négociation dure, chacun se campe sur sa position. Chacun se campe sur sa position. Personne ne peut me faire changer d'avis. C'est ça. On entend souvent ça. Et en négociation douce, on fait des offres, on propose des alternatives, mais en négociation dure, on fait des menaces. On fait des menaces. Regardons ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à trouver un accord. Ils ne parviennent pas à trouver un accord. Et pourtant, c'est un seul et même peuple. L'Ukraine n'existait pas avant. L'Ukraine n'existait pas avant. L'Ukraine faisait partie de la fédération Russie. C'est un même peuple. Mais il y a dont l'un se laisse manipuler par des marionnettistes. Voilà, c'est ça. Alors ça, il faut tenir compte de ça. C'est quand vous allez en négociation, il faut beaucoup plus privilégier la négociation. Il faut beaucoup plus privilégier la négociation douce. La négociation dure se termine souvent avec des désaccords. Chacun campe sur sa position, il y a des menaces derrière, et puis ça peut aller encore plus loin. Ça peut même provoquer la mort, dans certains cas, dépendamment du sujet qu'on discute. Si on discute, on représente des entreprises, si on part déjà avec la négociation dure, on ne va jamais trouver un accord. Il va y avoir du déficit pour l'une comme pour l'autre entreprise. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Mais il faut connaître ces deux modes de négociation et ça permet de comprendre ce qui se passe autour de vous, dans votre pays, surtout en politique, pour voir des groupes vraiment qui sont en présence, qui ne cherchent jamais de compromis, ils cherchent toujours la bagarre. Ça, c'est important. Mais par contre, par rapport à ça, comment trouver des solutions, que ce soit en négociation dure ou en négociation douce, comment trouver des solutions? On cherche à aller sur le fond, sur le raisonnement. On est là pour résoudre les problèmes. On va chercher des solutions par rapport à nos problèmes aussi. L'objectif, c'est de trouver déjà un accord à l'amiable, un accord à l'amiable et efficace pour tout le monde. Au final, tout le monde s'organise. Ça, ce sont les fameux accords qu'on voit le plus souvent, les négociations à la fin de la guerre entre plusieurs pays, entre deux et plusieurs pays. Cherche toujours à trouver un accord à l'amiable. Et puis, tout ce qui concerne les questions de personnalité, un tel, une telle, on met ça de côté. On va jouer sur les faits. On va négocier sur des faits. Cette histoire de telle personne, on met telle personne de côté. On va prendre l'exemple, hein, la guerre en Ukraine et Russie.
s'il va y avoir négociation, cette histoire de Zelensky, cette histoire de Poutine, ces notions-là ne vont pas faire partir de l'objet de la négociation. Si on va dire, bon, il faut que Zelensky soit parti et il faut que Poutine soit parti, là, on ne va jamais trouver des solutions. On met ça de côté, on va discuter sur le fond. On oublie ces personnes-là qui sont les deux belligérants impliqués dans cette guerre, on les met de côté, mais on va discuter sur le fond, sur des principes. C'est ça. Et autre chose, quand on parle des personnes, on va être beaucoup plus doux avec les personnalités. Mais en ce qui concerne la cause du problème, on va beaucoup plus jouer sur la cause, on va très dur sur la cause pour que ça ne se répète pas. Voilà. Problème du Donbass en Russie ou en Ukraine, problème du Donbass, c'est l'histoire de la suppression de la langue russe qui est comme langue parlée par la majorité des gens. On rétablit la langue, on supprime le décret, on annihile le décret. C'est ça. Et puis, si c'est l'envie de la Russie de devenir hyperpuissance de la zone, on demande à la Russie de rester sur ses points d'appui, de ne pas trop avancer sur la frontière ukrainienne. Voilà, c'est ça qu'on demande. On joue sur les différents, la cause des problèmes, mais les personnalités, on met ça de côté. Et l'histoire de confiance dans cette personne, confiance dans cette catégorie, on ne parle pas de ça. On met ça de côté. On va avoir l'intérêt de chaque partie. On va jouer sur l'intérêt de chaque partie. Qu'est-ce que ce pays va bénéficier, qu'est-ce que l'autre va bénéficier. Et puis, au final, on arrive à une solution qui soit appropriée pour tout le monde et après, on étudie les intérêts de chacun. C'est comme ça. Et bon, là, on est dans un cadre plus ou moins global, mais en situation conflictuelle, vous faites intervenir ces trois types de négociations, ces trois types de positions en négociation. Position douce, position dure et aussi sur le fond. On travaille beaucoup plus sur le fond. C'est ça. C'est une situation conflictuelle. Quand on fait vraiment la négociation. Mais la négociation dangereuse, surtout sur des sujets un peu sensibles, par exemple la guerre entre les gangs, hein, là, il faut utiliser la solution sur le fond raisonné. Cette histoire de personne, on met ça de côté. On travaille pour le groupe. On juge le groupe. Les personnalités, on oublie les personnalités. Ça aussi. Alors, euh, toujours en négociation douce et dure, solution raisonnée, euh, on cherche à découvrir l'exigence minimale en négociation douce parce qu'on dit on est déjà partenaire, on est déjà des amis. Et puis, on accepte de être unilatéral pour parvenir à un accord. Voilà, c'est ça. Des choses qui ne représentent pas grand-chose pour nous, on cherche à perdre. Mais déjà, on a déjà l'amitié, c'est ça qui compte pour nous. C'est l'amitié, c'est l'accord, c'est la possibilité de continuer à collaborer ensemble. C'est ça qui nous intéresse. On ne voit pas vraiment les pertes. D'accord? C'est ça. Et puis, chercher des solutions uniques hein, et que tout le monde va accepter au final. Ça aussi. On ne cherche pas à privilégier l'autre par rapport à l'autre. Ça, c'est important. Et capacité à céder face aux pressions. Pression, c'est généralement la personne qui joue le rôle d'arbitre, cette personne. Et en négociation dure, on va être tellement exigeant, parfois on se trompe sur les exigences minimales. Pour peu d'intérêt, on est prêt à tout faire exploser. Peu d'intérêt, on est prêt à tout faire exploser. Si vous allez négocier un contrat quelconque,
ne marchez pas avec un contrôleur de gestion. Parce que le contrôleur de gestion, lui, il va chercher à tout gérer, il va chercher à tout maintenir. Quelques centimes près. Pareil pour le comptable. Comptable. Il va chercher à négocier à quelques centimes près. On marche avec le comptable juste pour faire les calculs. Le comptable reste dans son coin. Mais on va négocier pour une entreprise, le comptable reste dans son coin parce que lui, il va être très sensible sur les pertes de quelques centimes. Et après, ils ont des artifices pour dire, voilà, sur un produit, si on perd sur un produit, on perd environ 50 centimes. Mais si on va acheter 1 million de produits, on va perdre 1 million de fois 50 centimes. Voilà. Quand quelqu'un a un raisonnement pareil, cette personne-là voit que les intérêts et les intérêts les plus proches et cette personne-là ne va pas voir grand. Ne va pas voir grand. Ça, c'est important. Et puis, autre chose aussi pour les personnes qui sont très dures en affaires, c'est ces personnes-là exigent des avantages unilatéraux. Seulement pour sa pomme, on dit ça souvent, seulement pour son bénéfice, seulement pour ses intérêts. Cette personne-là ne voit que ses intérêts. Ça, c'est le problème qui s'était posé avec l'histoire, peut-être vous avez entendu parler, l'histoire du Brexit en Europe. Pourquoi on est arrivé à ce problème-là? C'est que les Anglais, parce que l'Union européenne, c'est tout le monde qui contribue, c'est tous les pays qui contribuent. Parfois, pas à des parts égales, ils contribuent en fonction de leur PIB, des richesses qu'ils produisent. Mais les Anglais ont dit que on contribue beaucoup plus qu'on bénéficie. C'est pour cela qu'on ne va pas rester dans cette union-là. Ouais, ce sentiment d'égoïsme. Ce qu'ils ne voient pas, c'est vrai, vous contribuez beaucoup plus, mais par contre, grâce à l'Union européenne, vous bénéficiez de la main-d'œuvre, du savoir-faire des gens qui sont formés dans d'autres pays, qui sont compétents, qui viennent dans votre pays pour travailler. Si c'était à vous de former ces gens-là, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Mais vous trouvez une main-d'œuvre gratuitement qui est disponible pour vous. Bon, vous payez quand même ces gens, mais ce sont des gens qui sont déjà formés, qui sont déjà expérimentés. C'est ça. C'est ça que l'Union européenne n'a pas, et la Grande-Bretagne n'a pas vu. Les Anglais sont comme ça. C'est leur intérêt à eux qui les intéresse. Ben, les Américains sont pareils. Leur intérêt, leur intérêt qui les intéresse. Si on voit un Américain ou bien le gouvernement américain investit des sommes d'argent dans un pays, vous voyez ce qu'ils investissent, on ne sait pas combien ils gagnent en retour. On ne sait jamais combien ils gagnent en retour. Par exemple, l'aide à l'Ukraine, et Joe Biden avait dit, bon, vous critiquez l'aide qu'on donne à l'Ukraine, mais l'aide qu'on donne à l'Ukraine, cet argent-là revient dans notre usine, dans nos usines de production d'armes. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose qu'on ne parle pas. BlackRock, par exemple, hein, le grand fonds d'investissement américain qui investissent des sommes colossales en Ukraine, qui achètent des terres, des domaines. Les gens ne parlent pas de ça. Vous voyez? Il y a toujours un retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement. Ça, il faut tenir compte de ça. Voilà, alors c'est de ça qu'on parle quand on dit on négocie avec des gens qui ont des positions très dures, il faut tenir compte de ça. Et ces gens-là encore, c'est leur solution qui compte. Là encore, avant d'aller négocier avec une personne ou bien un groupe, essayez d'étudier le comportement de ce groupe-là, d'aller dans l'histoire, de faire un voyage dans l'histoire pour voir comment ce groupe-là fonctionne. Et bon, là, on vient de prendre l'exemple des Anglais. Les Anglais, c'est leurs propres intérêts qui les intéressent, hein. Les Américains aussi, ils s'en foutent du reste, hein. Ils s'en foutent du reste, hein. Les Américains, c'est leurs propres intérêts. Alors, si chaque être humain vive comme un Américain, il fallait avoir au moins 9 autres planètes. Alors, selon les études, hein, les Américains, seulement les Américains, consomment
près de 30%, 30 à 35% des ressources de la planète. Généralement, de l'énergie. Ce sont des grands consommateurs. Quand quelqu'un dit, oui, les Américains sont lâches, mais non, ils sont lâches. Comment, de quelle manière ils sont lâches, ils dépensent sans contrôle, mais ils ne dépensent pas jamais sans contrôle. Ils dépensent, hein, ils investissent hein, pour gagner en retour. Ils investissent pour gagner en retour. Autre, l'importance déjà pour la personne qui négocie, la personne qui a cette position, c'est de rester sur sa position. Cette personne-là ne change jamais, jamais de position. C'est exercer une pression. Le but, c'est d'exercer la pression. Pareil, vous allez voir ça, et puis dans bah, le 20 et Donald Trump va être intronisé aux États-Unis, et Donald Trump pense déjà à la négociation avec la Russie. Mais ce que Donald Trump pense, c'est que la négociation doit se passer en fonction de ses termes. La négociation doit se passer en fonction de ses exigences. Là, franchement, il est mal conseillé. Il est mal conseillé. Parce il ne connaît déjà pas les Russes, comment les Russes fonctionnent, déjà. Et puis, il ne connaît pas euh, l'Eurasie, comment l'Eurasie fonctionne. C'est un peuple hein, qui n'accepte pas de l'ordre. Ce peuple-là n'accepte pas de l'ordre. Ça, c'est aussi. Il faut tenir compte de ça. Voilà, OK, bon, mais par contre, ce qui est intéressant pour vous qui cherchez des solutions raisonnées en fonction de ces deux groupes-là pour trouver, vous jouer le rôle d'intermédiaire, c'est c'est éviter des exigences minimales, d'avoir des exigences minimales. Parce que, bon, la personne qui a cette capacité d'être douce dans la négociation, cette personne-là accepte des exigences minimales, mais la personne qui est dure se trompe souvent sur les exigences minimales. Euh, Votre rôle, c'est de trouver un point commun qui facilite la solution mutuelle entre les deux parties. Ça, c'est important. Et puis, vous ne prenez pas de position. Vous restez toujours neutre. Ça, c'est important. Et la décision finale n'est pas pour vous. Quand vous trouvez déjà une première réponse, il faut continuer à creuser. Peut-être la personne qui a la position dure, cette personne-là, fait semblant, oui, j'accepte pas. C'est ce qui était arrivé. On parle souvent de l'accord de Minsk. L'accord de Minsk, c'était après 2014. L'accord de Minsk, c'est faire en sorte que l'Ukraine puisse respecter le droit des peuples Donbass. Du Donbass, Donbass, c'est la région ukrainienne qui a été annexée par la Russie en 2022. En 2014, c'était l'accord de Minsk, hein, qui était signé en Biélorussie, à Minsk, que cet accord a été signé. Mais il se laisse tromper que parce que Angela Merkel et François Hollande, qui étaient les deux personnes, les deux représentants, soit disant les garants jouait le rôle du partenaire raisonné pour faciliter l'entente entre les séparatistes et l'Ukraine, ces deux-là avaient en tête que oui, on a un accord, on accepte cet accord, mais par contre, c'est pour que l'Ukraine puisse se réarmer, se fournir en armes, d'être plus puissant. Et puis, bon, ce que j'ai dit là, je ne blague pas. Ce n'est pas de mon imagination. D'ailleurs, ces deux-là ont été piégés par un humoriste, par deux humoristes russes qui les a fait parler, de dire, ouais, quand vous avez fait signer cet accord, c'était juste pour laisser l'Ukraine réarmer. Oui, oui, ils ont dit oui, oui, oui. Bon, ils se font avoir. Alors ça aussi, ça, c'est important. C'est pour cela il faut toujours privilégier les solutions, les premières solutions, ça c'est important, on met ça de côté, on continue à négocier sur les autres exigences qui sont importantes déjà. Et déjà, c'est vrai, on a la première solution, quel est l'objectif final? Il faut déboucher à comment appliquer cette solution. C'est pas juste, oui, d'accord, nous sommes d'accord, mais comment appliquer l'accord. Euh, et puis,
obtenir des résultats qui n'engagent aucun parti. On ne cherche pas à privilégier une partie qu'on laisse de côté l'autre partie. Ça aussi. Ça, c'est important. Et être raisonné et ouvert les uns avec les autres. Ça, c'est important. Cette histoire de pression, en situation conflictuelle, vous n'allez jamais trouver des solutions en situation conflictuelle. Voilà, ça c'est important, il faut tenir compte de ça. Mais pour être un bon commercial, il faut que vous compreniez la philosophie de la position dure et la philosophie de la position. C'est comme ça, vous pouvez devenir un grand commercial, un grand négociateur commercial. Bon, voilà. Maintenant, si vous êtes vendeur, vous allez vendre des produits, ou bien vous êtes représentant d'un pays, vous allez vendre les atouts de ce pays, l'attrait du pays, tant que diplomate. Alors, il faut que vous ayez en tête des comportements, des profils de personnes qui vont être en face de vous. Bon, je ne vais pas citer des noms des hommes politiques à l'international, sinon ça, ça va transformer en un cours de diplomatie. Mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. La typologie, les types de personnes, les types de clients. On voit des gens qui sont sanguins, les clients bilieux, client sanguin. On dit un client sanguin, c'est quelqu'un qui se remonte facilement, quelqu'un qui se vexe facilement, qui se fâche facilement. Soit on est fâché, ça c'est important, il faut tenir compte de ça. Bon, ça ce sont des traits morphologiques taille, un portrait robot. Euh, bon, ça, méfiez-vous de ça. Je me rappelle, mon professeur qui faisait le cours sur la criminologie présentait les profils des gens. Et puis, en écrivant la personne, et on arrive déjà, en regardant le prof, et on en regardant le prof et en écoutant la description, c'est comme si le professeur était le criminel qu'il présente, hein, le portrait caché du criminel qu'il nous présentait. Voilà, ça c'est, méfiez-vous de cette science-là, science qui arrive à déjà faire le portrait au bout d'une personne. Mais bon, quand même, ça vous donne une idée. Quelqu'un qui est sanguin, on dit visage ovale, hein, visage ovale, et dilaté, étage moyen prédominant, et un regard chaud et pétillant. Bon, voilà, cette personne-là, méfiez-vous de cette personne-là. On dit des teints colorés rouges, ça est beaucoup plus une approche occidentale, et physique large et rond. Bon, physique large et rond, on dit cette personne-là est sanguine. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est complètement faux. Je trouve des personnes avec tous ces traits caractéristiques qui sont totalement, parfois, introverties et douces. Ça aussi, ça aussi. Méfiez-vous de ces personnes, de ces critères-là. Et puis, on dit comme trait de caractère pour ces personnes-là, ils sont spontanés, dynamiques, sociales, généreux, expansifs, optimistes, hein, et aussi subjectifs, coléreux. Et pour le sanguin, c'est que le grand public retient toujours, un sanguin, c'est quelqu'un qui est coléreux, toujours en colère, ou même une blague, ou même une blague, ça aussi. Mais face à cette personne-là, quel comportement vous devez adopter? C'est rester calme et patient. Si vous voyez que la personne est remontée, est excitée, vous laissez passer la colère, l'excitation, vous restez dans vos calmes. Ça, on avait parlé de ça. Pour être un bon négociateur, il faut être calme et patient. On avait parlé de ça. Et compréhensif et cordial avec la personne. Compréhensif et cordial avec la personne. Et surtout, il ne faut pas chercher à manipuler la personne. Parler avec son cœur. Il ne faut pas être trop marketing quand vous parlez avec la personne. Quand vous êtes marketing, quelqu'un qui est marketing, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Il a dit, ah, vous êtes formidable. Mais pourtant, derrière, dans votre dos, la personne vous critique. Ça aussi. Il faut être franc, déjà. Parler avec son cœur et avoir de la sympathie pour la personne, comprendre la personne. Voilà. Faire une argumentation émotionnelle, jouer sur l'émotion, déjà pour montrer pour montrer à la personne que vous comprenez la personne. Vous n'êtes pas empathique, mais par contre, vous êtes sympathique avec la personne. Ça aussi, ça c'est important.
Et, et quand, voilà, le profil de la personne, où on vous présente quelqu'un, on dit qui est colérique, qui est colérique, quelqu'un sanguin, puis là, vous allez jouer sur ce comportement, à savoir rester calme, patient, compréhensif. Toujours l'écoute, c'est extraordinaire, l'écoute. C'est un excellent outil pour pouvoir vous adapter en situation de négociation avec cette personne. Alors, si c'est quelqu'un bilier, le portrait qu'on présente pour cette personne-là, on dit c'est quelqu'un à un visage carré, et 3 étages sensiblement égaux, et puis physique grand et solide. Quelque sorte, on va dire c'est quelqu'un de l'armée quand même, quelqu'un de l'armée, ce profil-là, très costaud. Mais bon, méfiez-vous toujours des profils robots des gens, la typologie des gens, parce que ça peut vous induire en erreur. On dit les traits de caractère, c'est sec, rude, dynamique, pratique, énergétique, orgueilleux. Et puis, en plus d'être orgueilleux, c'est quelqu'un qui est intransigeant si c'est un mâle dominant, soit un dominateur ou une dominatrice. Quelque sorte, un manipulateur. Bon, là encore, méfiez-vous de tous ces traits caractéristiques, hein. Mais par contre, si vous arrivez à détecter ces profils hein, quand vous êtes en face de cette personne-là, ne soyez pas timide, il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut discuter avec la personne. Comme comportement à adopter, être logique, précis, patient et calme. La patience et le calme, ce sont deux caractères, deux qualités pour être un bon négociateur. Mais par contre, quand on vous dit logique et précis, cette personne-là, il faut présenter des preuves. Il faut avoir des preuves avec cette personne. Vous négociez sur la quantité à produire. Vous avez votre calculette avec vous, votre calculatrice, hein. Vous avez votre ordinateur portable. Sur votre ordinateur portable, vous avez au moins un schéma de démonstration pour montrer à cette personne. Parce que vous n'allez pas convaincre cette personne comme ça. Vous n'allez pas convaincre cette personne comme ça. Bon, ça, là encore, si on prend l'exemple des élections dans certains pays. Dans certains pays, bon, majorité des pays, on dit des pays en voie de développement, on dit souvent les élections sont truquées. Mais bon, comment une élection peut être truquée? Il y a ce qu'on appelle les mandataires qu'on avait envoyés. Les admisseurs, les mandataires sont là. C'est dans chaque bureau. C'est l'admisseur qui représente le parti qui a toujours le procès verbal, une copie du procès verbal. Quand on compte le nombre de procès verbal, là, on ne peut pas dire qu'il y a la triche quand même. Comment on peut tricher? On a le nombre de procès verbal. Comment l'élection se passe? Aujourd'hui, on a les résultats, on va avoir les résultats 3, 4 mois. Mais non, on a le nombre de procès verbal. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête. Oui, ça a été, il y avait de la tricherie. Mais comment il y avait de la tricherie? C'est pareil. En Géorgie, il y avait eu les élections pour, pour Saakashvili. Et l'élection est passée, on dit oui, il y a eu de la triche parce que les gens sont beaucoup plus pro-Poutine hein, que pro-européens. C'est complètement faux. Il y a eu des admisseurs. Les admisseurs étaient là, ils savent très bien dans chaque bureau qui a gagné. Dans chaque bureau de vote, qui a gagné. Mais les gens qui ne comprennent rien dans ça, ils disent oui, oui, il y a de la triche, il y a de la triche. Tout le monde répète la même chose, la triche, la triche. Mais sur quoi êtes-vous basé pour dire qu'il y a de la triche? Voilà. Mais si vous comptez le nombre de bulletins dans chaque bureau, si le nombre de bulletins est supérieur, par contre, le nombre de bulletins comptés est inférieur par rapport au nombre de bulletins qu'ils ont donnés en tant que bulletin de vote, là, il y a de la tricherie. Il y a de la tricherie. OK. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple déjà. Quand vous êtes en présence de ces personnes-là, il faut être précis pour avoir de l'argumentaire et pour convaincre la personne. On dit parler à son raisonnement. Pour être précis sur tous les points, il faut laisser rien au hasard. Et cette personne-là, quand vous êtes en présence de cette personne-là, vous allez discuter avec cette personne-là, ça va prendre du temps. Ça va être fatigant. Vous n'allez pas arriver à convaincre la personne comme ça. Ça va être très fatigant. Voilà. On dit, ces argumentations doivent être très précises hein, et puis il faut être plus ou moins équilibré dans votre raisonnement avec la personne en face.
D'accord? Là, on a présence hein, de ce profil qui est bilier. Bilier, c'est quelqu'un qui peut rude. Voilà. Généralement, on dit si c'est un homme, c'est un mâle dominant. Et si c'est une femme, on dit c'est une femelle dominante. Bon, c'est le langage courant. OK, voilà. Toujours dans le profil des personnes que vous aurez en face de vous, le profil des personnes nerveuses, après nerveux aussi, personnes lymphatiques. Personnes nerveuses, qu'est-ce que vous constatez? L'être humain est tellement négatif pour établir le profil des gens, on n'a que des critères péjoratifs. Que des critères péjoratifs. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu bilieux, sanguin. Et maintenant, on parle, quand on dit sanguin, c'est quelqu'un qui est colérique. Hein. Quand on parle bilieux, c'est quelqu'un qui est dominateur, manipulateur en quelque sorte. Quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Et puis, quand on est déjà, on va plus loin, on va voir hein, d'autres profils, c'est quelqu'un qui est nerveux. Quelqu'un nerveux, quelqu'un qui est irritable, hein, qui est agité. Voilà, on dit cette personne-là, hein, comme profil, hein, bon, l'image qui est disparue, c'est quelqu'un qui est visage en triangle, taille supérieure prédominant, regard pensif, hein, teint pâle et physique mince. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Voilà, si c'est comme ça, on va dire presque 50% des personnes que l'on croise au quotidien sont nerveux, sont nerveuses. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Méfiez-vous de ces critères-là. Alors, comme trait de caractère, on dit c'est toujours agité, dynamique, abstrait, indépendant. Indépendant. On dit les personnes qui sont nées au mois de les personnes qui sont nées au mois de septembre sont souvent indépendants, abstraits. Bon, c'est vrai, on ne sait pas. Regard vif et subjectif, hein, imaginatif, patient et irritable. Les caractères qu'on donne à ces personnes qui sont nerveuses, c'est quelqu'un qui est irritable. Quelqu'un qui est irritable. Quelqu'un qui dépasse les personnes sanguines. Quelqu'un qui est irritable. Même pour une blague, hein, quand on blague avec cette personne-là, la personne prend cette blague de manière très mal et la personne est répulsive. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais bon, là, on est là pour adapter notre discours. Mais quand on est en présence de quelqu'un comme ça, bon, je ne vais pas vous dire, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est des physiques, qui a un physique mince, très mince, quelqu'un qui est mince, ou bien quelqu'un de petite taille, on va dire, bon, cette personne-là, c'est une personne nerveuse. Non, méfiez-vous de ça. C'est la solution, c'est d'avoir déjà le premier contact avec la personne. Une fois que vous avez votre premier contact, c'est comme ça que vous pouvez établir la conversation avec la personne. Et puis, on dit ces personnes-là, en face de cette personne-là, il faut être calme. De toute façon, on parle de ça. Calme, patient et compréhensif. Il faut être gai avec cette personne-là et parler hein, à sa curiosité déjà pour capter l'imagination de la personne, pour capter l'attention de la personne. Ça, c'est important. Capter l'attention, fixer du regard. Quand vous parlez avec la personne, il faut regarder la personne dans les yeux, fixer du regard. Et en même temps, la personne vous explique quelque chose, vous faites en sorte de prendre des notes. Quand vous faites en sorte de prendre des notes, ça montre que vous êtes intéressé à ce que la personne a dit. Et n'hésitez pas à reprendre au mot ce que la personne a dit. À reprendre une partie de ce que la personne a dit quand vous allez proposer votre offre. Vous êtes en tant que vendeur, vous allez proposer votre offre. Si vous êtes en tant que négociant pour un pays, vous allez proposer l'atout de votre pays, l'attrait de votre pays. Ça aussi. D'accord? Ça, c'est important. Et il ne faut pas essayer de répéter ce que vous voyez dans un livre ou bien ce que vous avez lu dans un séminaire quelconque, vous avez assisté. Voilà, des formules toutes faites. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cela, généralement, on voit que les gens qui revendent des produits pour des marques, hein, des produits à base d'aloe vera, des produits à mouer, et ces gens-là sont très mal formés et indisciplinés, sont mal élevés aussi, sont très mal élevés, mal éduqués, dans le sens que ces gens-là pensent déjà, ils partent avec l'hypothèse qu'ils sont
ils ont une supériorité par rapport à la personne en face. Ils veulent imposer toujours leur idée. À tout prix, il faut qu'ils vendent à tout prix. Il faut qu'ils vendent à tout prix. Alors là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et puis, ces personnes-là répètent ce qu'ils ont eu dans un séminaire quelconque. Et là, c'est au cas par cas. Il faut jouer au cas par cas en fonction du profil de la personne euh, qui est en face de vous et vous adaptez votre discours. D'accord? Ça aussi. Si on voit que pendant que vous parlez, la personne prenne du temps pour vous écouter. Si la personne prend du temps pour vous écouter, ça c'est important déjà. La personne vous écoute. La personne est intéressée à ce que vous dites. Là, déjà, vous dites, ah, ça c'est quelqu'un qui est pensif. Quelqu'un qui est pensif, hein, il faut que vous ayez un argumentaire original. On ne peut pas vendre la même sauce à la personne. La sauce que vous avez vendue à quelqu'un baraqué, physique et imposant, ce n'est pas à une personne en face de vous comme ça. Et parfois, on dit, c'est plus souvent, ce sont des intellos. Et ces personnes-là aiment toujours un discours original. Vous allez voir que les commerciaux qui vendent des produits, bien des solutions, par exemple, on voit que quand vous dites vous aimez telle chose et la personne a dit moi j'aime ça aussi. Là, cette personne-là a été mal formée. Je me rappelle une fois quelqu'un qui m'avait appelé pour me vendre des produits de Canal+, des produits de Canal+, pour regarder le sport, etc. Une question, la personne m'avait posé, est-ce que j'aime le sport? Quel est le sport que j'aime? Il dit le foot. Par rapport à mon origine, hein, là, on sait que dans mon pays, Haïti, tout le monde regarde le foot. L'enfant de 2 ans, l'enfant est déjà fan de foot. Les adultes jusqu'à 100 ans, ils restent toujours fans du foot. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Contrairement aux pays riches, hein, ces gens-là qui sont riches, qui ont pas mal de moyens, parfois quand ils parlent de ces pays-là, vous dites oui, ces pays-là, parce que c'est, bah, on s'en fait, mais ce sont des pays pauvres, ils pensent que ces gens-là ne sont pas formés, ne sont pas éduqués. Et d'ailleurs, dans les pays occidentaux, il faut payer pour regarder un match. Et puis, dans ces pays-là, le pays comme mon pays, hein, le pays que je viens, l'État paye. L'État paye pour que les gens puissent voir les matchs de football. Et parfois, c'est dans mon pays que les gens m'envoient les résultats parce que moi, si je ne paye pas, je ne peux pas regarder. Voilà. Alors, et quand la personne m'avait appelé, j'ai dit oui, ah, j'aime le foot. Et quel est votre club préféré? Bon, j'ai commencé à citer deux, trois clubs, plusieurs clubs. Et la personne m'a dit qu'elle aime tout ça. Il dit, mais quand même, vous êtes en France, c'est faux. On sait très bien, c'est ça ou ça passe. C'est soit noir, c'est soit blanc. C'est comme ça, l'occidental réfléchit. C'est soit noir ou blanc. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre alternative possible. Voilà, on va voir par exemple, je suis en France. Les gens qui aiment Paris Saint-Germain détestent Marseille. Les gens qui aiment Marseille détestent Paris Saint-Germain. Les gens qui aiment Saint-Étienne détestent Lyon. Voilà, c'est ça. Si on voit la personne a dit, bon, je suis fan de Marseille, de Lyon, de Paris Saint-Germain, là, on dit là, il y a un problème. Pareil, les personnes qui aiment FC Barcelone détestent Real Madrid. C'est une réalité. C'est comme ça. Quand j'ai vu ça, il dit, ah, la personne cherche à me manipuler. J'ai dit à la personne, et arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et puis, bon, vous êtes là pour vendre. Moi, je ne vais pas prendre votre service. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Et puis, il dit à la personne de rester dans son coin. Alors, ça, c'est important qu'on dit. Quand on est en présence de cette personne-là, il faut avoir un discours original. Il ne faut pas chercher à manipuler la personne. Ça aussi, ça, c'est important. Et tout ce que vous avez appris dans les livres, non. Vous écoutez la personne, vous prenez des notes, vous adaptez votre discours. Ce n'est pas de faire du copier-coller. Ce qu'on a appris dans les séminaires, ça ne sert à rien. Ça vous permet déjà de réfléchir, mais non, ce n'est pas de répéter la même chose. Voilà, bon, j'avais pris l'exemple des gens qui vendent des produits, je crois, soit Amway, il y a aussi des produits à base d'aloe vera. Ces personnes-là veulent vous vendre à tout prix ces produits. Ça, c'est dangereux. On a un autre profil, hein, c'est profil lymphatique. Je pense que c'est le seul profil qui n'est pas péjoratif qu'on a dans les quatre typologies qu'on a présentées. Profil lymphatique,
On dit visage en trapèze hein, pour cette personne-là. Et en plus de ça, regard vague, doux, teint pâle, physique épais, lourd. Quelle différence faites-vous entre physique épais et lourd et la personne bilier? Voilà, la personne bilier, c'est quelqu'un qui est très baraqué, très baraqué. Euh, et la personne lymphatique aussi, hein. C'est possible que cette personne soit baraquée. C'est possible. Alors, comme trait de caractère, on est en présence d'une personne qui est passive, stable, calme, lent, parfois indécis, et puis conservateur, consciencieux. La personne lymphatique, hein, c'est cette personne-là qu'on va avoir dans les pays occidentaux qu'on considère comme les personnes qui appartiennent à la classe moyenne, déjà, et classe moyenne supérieure, CSP+. C'est quelqu'un qui est éduqué, et aussi c'est quelqu'un qui soit conservateur. Quelqu'un qui est conservateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas déjà l'évolution de la société, parce qu'il y a trop de violations des normes. Ce sont des personnes qui sont attachées aux bonnes manières. Mais quand vous êtes en présence de ces personnes-là, ce sont généralement des personnes instruites, hein, on dit sont stables et calmes. Ces personnes sont calmes et lents. Ces personnes-là prennent du temps, déjà, quand vous discutez avec ces personnes-là, ces personnes-là prennent du temps pour agir, pour interagir. Et ces gens de personnes, quand vous êtes en négociation avec ces personnes-là, il faut aller au concret. Il faut écouter la personne. Et puis, avec ces personnes-là, vous passez énormément de temps à discuter. Ces personnes-là ne sont pas pressées. C'est pour cela qu'il faut donner du temps à ces personnes. D'accord? Ce sont des personnes avec qui il faut passer plus de temps dans la négociation. Parmi, on dit, il faut être concret, déjà. Il faut être pratique et calme avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont lentes. Déjà, il faut être calme. Et puis, essayer d'être plus instructif avec ces personnes-là dans votre argumentaire. Et c'est le seul groupe que vous ne pouvez pas manipuler, quelle que soit la circonstance. Vous ne pouvez pas manipuler. Ce sont des gens qui sont instruits et ces gens-là sont calmes, prennent du temps pour écouter avant de placer un mot. Et puis, ce sont des professionnels. Supposons que vous êtes en négociation avec ce profil-là, vous arrivez à détecter ce profil-là. Là, c'est déjà joué d'avance, vous pouvez avoir le dessus, mais il faut être très intuitif. Et vous allez voir ça quand la personne parle, son langage, le vocabulaire que la personne utilise. Là, vous allez dire que ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. En plus du vocabulaire que la personne utilise, puis les références de la personne. Si vous parlez avec quelqu'un, vous négociez avec quelqu'un, voilà, les références sont purement musicales, artistiques et musicales. Là, vous dites, bon, ça c'est monsieur, madame, tout le monde. Mais si cette personne-là, quand vous discutez, va vous parler un peu d'histoire, surtout ces personnes-là aiment souvent font référence à l'histoire. Par exemple, quelqu'un comme Vladimir Poutine. Les journalistes disaient, ils ont du mal à interviewer Vladimir Poutine parce que chaque fois qu'on parle quelque chose, Vladimir Poutine parle de l'histoire. Il parle de l'histoire, parle de l'histoire. Et il sait tout aussi. En plus de l'histoire, il sait tout ce qui se passe autour de lui. Ça aussi, il est au courant de l'évolution du monde. Quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas manipuler. Quand vous êtes en présence d'une personne comme lui, et puis il est très calme, très calme. Voilà, ça c'est ce profil-là. Bon, quelqu'un nerveux, c'est quelqu'un qui est irritable. Quand on est en présence de quelqu'un irritable, ça, il ne faut pas sortir les réponses toutes faites. Prendre du temps pour sortir les réponses adaptées. Mais quand vous êtes en présence de quelqu'un lymphatique, c'est quelqu'un qui est consciencieux, éduqué, quelqu'un qui est conservateur, là aussi, dans votre argumentaire, il faut faire voyager la personne. Faire voyager la personne, il faut jouer déjà sur le paraître de la personne. Voilà. En gros, c'est ça maintenant, toujours dans la typologie des personnes que vous aurez en face de vous, on va avoir des profils de type extraverti, et introverti, euh, solidaire,
etc. Là, on a quatre catégories. Des catégories extravertis dominants, introvertis dominants. Extravertis dominants, voilà, ces gens-là, quand vous êtes en face de ces personnes-là parlent beaucoup. Et ces personnes-là parlent beaucoup et aussi ces personnes cherchent à imposer leurs idées. Ça aussi, c'est extraverti dominant. Les personnes parlent beaucoup. Extraverti dominant. Et après, vous avez un autre profil, c'est les introvertis dominants. Introvertis dominants, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui prend souvent ses distances, qui cherche tout, après à imposer son idée. Même si la personne ne parle pas, au final, c'est son idée qui compte. En Haïti, on avait un profil comme ça, c'est René Gachapréval, qui ne parle pas beaucoup, mais il cherchait toujours à imposer ses idées. C'était un introverti dominant. D'accord? Introverti dominant. Ah ouais, si on va prendre toujours l'exemple d'Haïti, on a Michel Martelly, c'était un extraverti dominant. Bref. Alors, et autre profil, c'est solidaire extraverti. C'est, c'est la personne que quand vous avez ces genres de profils ces genres de profils dans votre équipe, ça permet d'aboutir à des solutions extraordinaires. Ces personnes-là sont solidaires, mais extraverties. Ce sont des gens qui mettent de l'ambiance, pas beaucoup, qui mettent de l'ambiance, mais ils cherchent toujours à trouver une solution à l'amiable, toujours à trouver une solution qui arrange tout le monde. C'est solidaire, extraverti. Ces gens-là mettent de l'ambiance. Mais solidaires, introvertis, et ce sont des gens qui ne cherchent pas à s'imposer, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui cherchent toujours à se rapprocher d'une solution qui s'arrange tous. Une solution qui arrange tout le monde, qui est compatible pour tout le monde, une solution mutuelle. Ça aussi. Quand vous êtes en présence de ces quatre profils, essayez de vous adapter. Et parmi ces quatre profils, sur cette matrice, où vous vous positionnez, c'est ça qui est important. Il faut que vous vous identifiez sur cette matrice. D'accord? Sur cette matrice, hein, c'est ça. On a ces quatre profils, extraverti dominant, introverti dominant, solidaire extraverti et solidaire introverti. Voilà, ça aussi. Et pour être un vrai négociateur, soyez solidaire. Soyez solidaire déjà. Après, l'histoire d'introverti, extraverti, ça dépend de votre profil, ça dépend de votre formation, ça dépend de votre origine, de votre entourage, comment vous étiez élevé déjà dans votre entourage familial. Ça aussi, c'est très des caractères extravertis, introvertis. C'est, c'est propre à chaque personne. Mais par contre, pour être un bon négociateur, il faut être solidaire. Solution qui arrange tout le monde. Ça aussi, c'est ça qu'on parle quand on parle de la négociation. Bon, c'est vrai, parfois ils sont exigeants. Moi, je vous ai résumé les quatre critères. Et ça va être dominant. C'est quelqu'un qui fait du bruit, qui parle beaucoup et qui cherche à imposer ses idées. Cette personne-là est dangereuse. Quand vous avez cette personne dans votre équipe, et cette personne-là va chercher toujours à avoir le dessus. Prenons, on prend souvent l'exemple de Joseph Ratzinger, c'est l'ancien pape, c'était quelqu'un comme ça. Il parlait beaucoup dans les réunions, qui cherchait toujours à imposer ses idées. Et puis, introverti dominant, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui prend ses distances, hein, qui laisse les gens casser leur tête, mais bon, c'est ça, c'est son idée qu'il cherche à imposer. Voilà. Ça c'est important. Alors bon, là, bon, ce sont des descriptions, bon, de français un peu bizarres en disant homme pauvre en contact. Voilà. C'est pauvre en contact. Il fuit le contact humain, voilà, prend ses distances par rapport aux autres, et puis qui a besoin d'être seul pour prendre sa décision et attitude taciturne. Voilà. Mais par contre, pour extraverti dominant, on dit c'est facilement irritable, c'est ça. Parle beaucoup, très agressif, hein, qui cherche toujours à écraser l'autre, hein, ce sont des gens qui ont dit, moi, je suis sur une position radicale. Ça, c'est leur comportement. Il veut toujours avoir raison sur tout. Et c'est quelqu'un égocentrique. C'est seulement lui qui compte, et puis les autres n'existaient pas. Égocentrique.
Et voilà, ça c'est cette qualité-là. Mais par contre, pour quelqu'un qui est solide extraverti et qui tient, bon, on dit que c'est quelqu'un qui tient mal ses promesses, bon, ce sont des rigolos. Généralement, ce sont des rigolos. On dit c'est un homme d'affaires rusé qui cache derrière l'image du bon vivant. Voilà, parce que c'est lui, il est extraverti, l'ami de tout le monde, hein. Tout le monde, il boit du café avec tout le monde, du chocolat, il mange du pain, vous mangez du pain, il mange du pain aussi. Mais bon, voilà, il est avec vous. Ah, il est solidaire avec vous. Mais l'introverti et solidaire, hein, on dit, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est timide, qui reste dans son coin, qui n'a pas d'assurance. C'est pour cela que la personne prend ses distances aussi. Euh, Ces personnes-là ne défendent pas leur position, surtout en situation de conflit. Ce n'est pas avec ces gens-là que vous allez avoir du conflit. Ce n'est pas avec ces gens. Et puis, il devient agressif s'ils sont obligés à se défendre. Ça arrive des fois. Mais solidaire, et puis cette personne-là cherche toujours le juste milieu. Voilà, c'est l'un des caractéristiques, hein, qui est important pour cette personne-là. Et on continue. Et pour quelqu'un qui est introverti et extraverti dominant, on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas se montrer intimidé par l'autre. Ça aussi, ça c'est important. Ça c'est important d'avoir cette capacité quand vous négociez de ne pas se laisser intimider par l'autre. Quel que soit le profil de la personne qui est en face de vous, son niveau d'études, le poste qu'il occupe dans la société, qu'il soit ministre, président, non, ne vous laissez jamais intimider. Ce qui est intéressant, c'est votre intérêt, votre position, vous avancez vos pions, vous défendez votre position. Ça, c'est important. Dans le respect, bien sûr. D'accord? Dit cette personne-là n'est pas soumise et cette personne contre-attaque. Bon, le plus souvent, on voit quand il y a la négociation entre les Américains, surtout quand il y avait le débat Donald Trump et Joe Biden en 2020, c'était ouais, 2021, c'était cette façon-là. On avait vu, c'était vraiment comme une guerre qu'il y avait entre les deux. Voilà, ça c'est quand on regarde les images sont choquantes. Voilà, et ne pas vouloir avoir raison à ses dépens. Voilà, ça c'est important. Ils ne veulent pas toujours donner raison aux autres, ils veulent toujours avoir le dessus. Ça aussi, ça c'est important. Et ces personnes-là ont toujours un conseil à donner. Bon, c'est en quelque sorte, c'est un politicien. Et introverti dominant, hein, et c'est quelqu'un qui pose des questions ouvertes, jamais des questions fermées. Ça, c'est important d'avoir cette capacité à poser des questions ouvertes. Quand on vous pose des questions ouvertes, vous laissez énormément de marge de manœuvre pour la personne qui est en face de vous. Les questions fermées sont généralement des questions coincées à répondre par oui ou par non. C'est impoli de poser des questions fermées dans une négociation. C'est totalement impoli. C'est mal éduqué, ce sont les gens mal éduqués qui font ça. C'est monter prêt à aider. Ça, c'est important. C'est une qualité. C'est une bonne qualité pour être un bon négociateur. Voilà. Et puis, gagner la sympathie et la confiance des autres. Ça aussi. Mais par contre, il veut toujours avoir le dessus. C'est ça le problème. Et cherche toujours à calmer les jeux. Quand tu vois que ça déborde, cherche toujours à calmer les jeux. Mais c'est parce qu'il a le contrôle de tout. Introverti dominant, on avait présenté le profil de Vladimir Poutine. Et extraverti dominant, on peut donner le profil d'Emmanuel Macron et puis Joe Biden aussi. Imaginez, Joe Biden a traité et Vladimir Poutine de fils de pute. Quand même, c'est osé, c'est dépasser les bornes. Bon, voilà. Et ne pas lui faire confiance. Entière confiance, c'est surtout la personne qui est solidaire. Ça veut dire solidaire. Bon, ces personnes-là, ce sont des rigolos. Qui rigoler, jouer avec tout le monde, mettre un peu de l'ambiance. Ça se passe, hein. Et quand on est vraiment en négociation, ces personnes-là, n'hésitez pas à faire des petites blagues.
Et vous qui êtes en face, il ne faut pas laisser impressionner par cette blague, il ne faut pas vous laisser plutôt entraîner à cette blague pour blaguer aussi, pour rigoler. Non, il ne faut pas rigoler. Nous sommes là pour régler des choses sérieuses. On est là pour négocier. Et après la négociation, on peut blaguer. Mais pendant qu'on négocie, on négocie des choses importantes, il ne faut pas rigoler. C'est pareil qu'on voit sur les plateaux de télé, les gens parlent de la famine, les gens parlent des gens qui sont décédés, on parle de la mort, là. On voit les journalistes rigolent. Mais non, on parle des choses sérieuses. On parle des gens qui perdent leurs membres de famille. Là, il ne faut pas rigoler avec ça. Ça aussi. Ça, c'est pareil. Quand on négocie, on n'est pas là pour rigoler. Si la personne rigole, c'est son affaire. Mais nous, nous sommes là, nous restons concentrés sur ce qu'on défend. Alors, ça, c'est important. Tenir compte de ça. Vous aurez tous ces documents, hein, et puis ça vous permet d'aller encore plus loin si vous voulez aller plus loin. D'accord? En gros, c'est tout ça. On vient de voir le profil. Maintenant, vous allez passer à la négociation. Une fois que vous avez pu détecter le profil de la personne en face, vous savez comment vous adapter par rapport à cette personne-là qui est en face de vous. Voilà. Mais vous allez négocier, hein. Une fois que vous cernez le profil de la personne, vous allez utiliser un outil qu'on utilise beaucoup plus en communication. Cet outil s'appelle AIDA. Outil AIDA. AIDA, c'est attention, intérêt, désir et action. Attention, intérêt. Alors, quand vous allez négocier avec la personne, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est capter l'attention de la personne qui est en face de vous. C'est capter la personne et l'attention de la personne qui est en face de vous. Pour que la personne dise, ah ouais, cette personne-là qui est en face de moi, c'est quelqu'un important. Je vais écouter tout ce que la personne a à me dire. Ça, c'est comme ça. Vous captez l'attention de la personne et puis, en captant l'attention de la personne, parfois, c'est une phrase d'accroche. Vous avez un excellent accroche, vous voyez, euh, vous commencez déjà à mettre les pieds dans le plat, ça, vous commencez à négocier. Ça, c'est vous captez l'attention de la personne en face de vous. Et une fois que vous captez l'attention de la personne qui soit en face de vous, après, il faut susciter l'intérêt. L'intérêt. L'intérêt dans ce que vous dites, c'est que vous avez à vendre déjà, pour que la personne soit intéressée par ce que vous dites et ce que vous dites en plus de ce que vous dites, et la personne soit intéressée par le produit que vous avez à vendre, les services que vous avez à vendre, ou bien le discours que vous avez à vendre. Si vous êtes représentant d'un pays, vous allez présenter l'atout du pays. Euh, Comment les entreprises doivent rentrer dans ce pays pour aller investir dans votre pays. Ça aussi, c'est ça que vous cherchez à vendre. Voilà, c'est ça. C'est vous suscitez l'intérêt. L'intérêt, et puis que la personne soit intéressée, et puis déclencher le désir. Déclencher les désirs. Ça aussi. Ça, c'est important. Capter l'attention, susciter l'intérêt et déclencher les désirs. Pour la personne, on va dire, bon, ce que vous venez de me présenter, ce que ce monsieur-là vient, ou bien cette dame-là vient de me présenter, il faut que j'ai un produit comme ça, il faut que j'ai un service comme ça. C'est dans le discours, tout reste dans le discours. C'est pour cela on avait parlé parmi les qualités, il faut être crédible. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Voilà, il faut être crédible en face. Et puis, hein, après avoir suscité le désir, et puis, il faut que la personne puisse passer à l'action et déclencher l'action. L'action, c'est l'acte d'achat. Il faut que la personne puisse mettre la main à la poche. Ça, c'est important. L'action, c'est passer à l'achat. C'est à l'achat. Et bien, oui, prendre le service en soi. C'est vrai, je suis convaincu maintenant, il faut que j'ai ce service avec moi. Voilà, il faut utiliser ce modèle-là qu'on appelle modèle AIDA. Modèle AIDA, qu'on emploie beaucoup plus en communication, modèle AIDA. Déjà, ça permet déjà de préparer la négociation. Vous avez un plan en tête, hein. En tête, vous dites déjà, ma première impression, il faut que je capte l'attention de la personne en face de moi. Il faut que je suscite l'intérêt de la personne en face de moi, capter son attention d'une part, et puis il faut qu'il trouve un intérêt dans ce que je suis en train d'expliquer, et il faut qu'il ait l'envie d'avoir mon produit, le service, ou bien le produit ou le service, pour que la personne puisse avoir l'envie.
C'est ça aussi, c'est le désir. Une fois que la personne a l'envie, il faut que la personne passe directement à l'action. Il faut que la personne réalise l'acte d'achat. Ça, c'est comme ça. Voilà, ça c'est important, important, tout le monde, hein, pour bien réaliser la négociation, l'acte d'achat, etc. Voilà. Et par contre, ça peut arriver, vous allez effectuer des visites d'entreprise. Quand on parle des visites d'entreprise, hein, déjà, si vous allez négocier avec une entreprise, vous êtes commercial, vous êtes un VRP, hein, un VRP pour une entreprise, hein. Vous allez vendre à une autre entreprise. Déjà, il faut que vous informez en amont sur l'entreprise, parce que ça, c'est important. Donc, vous informez en amont pour prendre connaissance de l'entreprise et son potentiel, déjà. Et déjà, avoir une idée sur sa situation financière, sur son capital en action, et puis, est-ce que l'entreprise fait partie d'un groupe ou bien c'est une entreprise qui est indépendante? Et quel est le métier de l'entreprise, sa vocation, et puis la finalité de l'entreprise, raison d'être de l'entreprise, hein. Ça, c'est important, l'humanisme. Bon, quand on parle de raison d'être de nos jours, il y a un nouveau concept qu'on parle, la responsabilité sociétale des entreprises. Responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que cette entreprise s'inscrit dans une démarche RSE? Démarche RSE, c'est déjà la protection des salariés, hein, le traitement des salariés, déjà, pour qu'il n'y ait pas de surménage chez les salariés, et aussi la défense de l'environnement, la sauvegarde de la planète aussi. L'écologie, ça aussi, c'est important. Les zones d'influence, hein, ou les zones d'influence, on va dire zones de challenges parfois, où cette entreprise a une reconnaissance, hein, où cette entreprise vend ses produits, d'où viennent les clients de l'entreprise, etc. C'est important. Et puis, quelques concepts que vous connaissez déjà. Bon, voilà, ça c'est toujours en fonction de toutes ces informations, vous allez détecter les points forts et les points faibles de l'entreprise, hein, et puis vous allez travailler sur ces points forts quand vous allez au rendez-vous, vous savez déjà avec qui vous allez vendre et où euh, ces entreprises vont revendre ces produits, et puis d'où vos marges vont être bénéfiques. Voilà. Et après, il y a d'autres informations qui sont importantes pour vous. Déjà, déjà c'est point de vue humain, hein, qui sont très importants. Euh, Là, si on cherche des informations sur l'entreprise, mais autre chose, c'est les personnes qui vont être en face de vous, les personnes avec qui vous allez discuter. Euh, Quelle est la position de la personne dans l'organigramme? Est-ce que c'est un directeur? Est-ce que c'est juste un subalterne, hein? Tout ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça, hein. Puis, et la personne qui va négocier avec vous, est-ce que c'est cette personne-là qui a la main sur la gâchette? Est-ce que c'est cette personne-là qui va décider? Peut-être la personne qu'on envoie à discuter avec vous, c'est pas elle qui a la solution finale, qui a le dernier mot. Peut-être le dernier mot, c'est le PDG qui a le dernier mot. Tout ça, c'est important. C'est important. Si vous êtes le représentant d'un pays, peut-être la personne qui vous reçoit, cette personne-là, n'est pas l'ambassadeur, ou bien cette personne-là n'est pas responsable du ministère des Affaires étrangères, n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Peut-être c'est juste quelqu'un de la boîte qui va rapporter aussi. Ça aussi, il faut que vous identifiez avant même d'aller au rendez-vous de la négociation, le profil des personnes que vous aurez en face de vous. Et quel est le niveau des décisions de la personne. Est-ce que c'est la personne qui est le premier décideur, ou bien est-ce que la personne est juste un intermédiaire, ou bien c'est juste un subalterne? Tout ça, c'est important. Pour vous, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez déjà rencontré? Et puis, bon, le monde est petit, peut-être on avait étudié dans une même institution, quand on étudie dans une même institution, et il y a des relations qui établissent déjà. Bon, c'est ça qu'on voit quand dans les pays occidentaux, maintenant, qui sont en train de partir en vrille, d'oublier les bases des relations internationales, qui cherchent à chasser les étudiants qui viennent des pays du Sud. Et là encore, ils font
grosse erreur. Ils font grosse erreur parce que ces étudiants-là qui viennent étudier dans les pays étrangers, ce sont les premiers collaborateurs, les premiers partenaires avec qui on va avoir des relations. Ce sont ces gens-là qui viennent, qui vont diffuser la culture, qui vont partager la culture du pays d'accueil dans son pays d'origine. Ça aussi, et ce sont des grosses erreurs qu'ils font. Alors là, encore, on parle oui, de relation, de diplôme, formation, club fréquenté. Alors là, quand on parle de club fréquenté, tous les mouvements qu'on voit dans le monde, les gens qui sont devenus très puissants, les gens qui sont devenus dirigeants, présidents, ambassadeurs, consuls, ministres, directeurs généraux, dans les pays avancés, les pays industrialisés, les pays riches, ces gens-là ont fréquenté des clubs particuliers. C'est ça. Ils sont dans des clubs particuliers parce que ces clubs sont là pour socialiser les gens. C'est la socialisation professionnelle. Et aussi, ces clubs-là, bah, qui vous a envoyé, vous êtes fils de qui, etc., etc. Et c'est comme ça. Bon, ces gens-là sont devenus directeurs généraux, grands patrons, parce que ces gens-là ont été cooptés. Les clubs sont là pour coopter les gens. C'est ça aussi. Ça, c'est important. C'est pas juste vous êtes dans un club d'amis juste pour rigoler, pour se rencontrer en fin d'année ou bien en début d'année pour prendre un verre. Non, c'est pas ça un club. On se rencontre, on boit un verre, mais on discute des choses sérieuses. On discute des projections, ce qu'on aimerait faire à l'avenir, ce qu'on aimerait faire, dans quoi on aimerait investir, ce qu'on fait dans la vie. C'est ça le but des clubs, ça aussi. Et quand vous allez négocier avec ces gens-là, vous allez chercher ces informations pour voir quel club vous avez pu fréquenter, quelle association vous avez pu fréquenter. Est-ce que cette personne-là avait fréquenté cette association? Ou bien une association que la personne a fréquentée, mais cette association, vous avez des contacts avec cette association. Et comme ça, vous pouvez appeler cette association pour vous fournir des informations sur la personne. Quel est le profil de la personne? Comme ça nous permet de nous préparer en amont. D'accord? Ça, c'est aussi important. Et ses diplômes, les études que la personne avait fait. Mais bon, on sait très bien cette histoire de diplôme d'études et la personne peut être, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel coin de la planète, la personne va ajouter sur son profil. Si vous allez regarder sur son profil Facebook, vous allez vous tromper. Et sur son profil Facebook, vous allez voir que la personne va noter qu'elle était à Harvard, Sorbonne, Harvard, puis Chicago Université, Princeton Université. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand la personne écrit ça, ou bien j'étais à Mines Télécom. Quand on voit ça, puis on dit que la personne a fait ses études, c'est extraordinaire. Mais ça ne veut rien dire. Mais quand on regarde sur LinkedIn, LinkedIn ne ment pas. Si la personne a fréquenté une institution quelconque, la personne va ajouter ça sur LinkedIn. Et parfois, les gens qui sont pas sur LinkedIn, il faut passer par des réseaux. Mais c'est seulement, il faut que vous vous méfiez des gens qui mettent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, qu'elle était dans une grosse université. Méfiez-vous de ça. Voilà. Quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, si la personne était dans telle université, je vais contacter une personne que je connais qui était dans telle université, et comme ça va me fournir peut-être des informations sur son profil. Voilà, et vous êtes tout faux. Ça, c'est important. Et autre chose, les activités culturelles, ce que la personne aime, la négociation se passe souvent sur ces détails-là, sur ces détails. Par exemple, le football américain, qu'on appelle les Super Bowl, aux États-Unis, c'est tous les Américains qui aiment ça. Vous allez négocier, vous parlez des Super Bowl, intéressant. Et les Américains sont fans de basketball, vous parlez de ça. Les Brésiliens sont des fous amoureux du foot. C'est ça qui représente leur culture, leur vie. Et les Argentins aussi, mais pas plus que les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est juste leur culture. C'est leur culture. Parce que le foot, c'est plus que ce qu'on voit à la télé. Parce que le foot dans un pays comme le Brésil, ça permet de sortir du stade de la pauvreté extrême à la richesse extrême. Ça aussi, c'est différent.
Et la tendance politique de la personne, ça c'est important, ça vous donne une idée extraordinaire. Et l'origine géographique, dans quel pays, dans un pays, dans quelle région, dans quelle commune, ça aussi c'est important. Ça permet de cerner le profil de la personne. Son passé professionnel où la personne a travaillé déjà dans sa vie, son expérience, c'est important. Et le niveau de responsabilité, les postes à responsabilité que la personne avait exercé, est-ce que la personne était juste un simple salarié? Est-ce que c'était un directeur, un manager, un moniteur, etc. C'est important d'avoir ces informations-là sur la personne. Et puis, les niveaux de compétences aussi, compétences développées par la personne. Ça vous donne une idée. D'accord? Ça vous donne une idée sur le profil de la personne. Après ces informations, une fois qu'on a ces informations, on continue toujours à creuser déjà sur les projets que la personne gère. Ben, si c'est pour une entreprise, les projets de l'entreprise, les projets que l'entreprise a dans son tiroir. Et ça, c'est important. Et puis, on va encore plus loin sur le plan logistique, les canaux de distribution, les types et catégories de clientèle et le niveau de recherche et développement, là, quelque chose, l'innovation dans ces entreprises-là, c'est important. Vous mettez tout sur la table, hein, mettez tout sur la table qui vous permet d'aller encore plus loin. Alors, bon, on avait parlé du modèle AIDA, maintenant on a un autre modèle qu'on appelle modèle SONCAS. Voilà. Et modèle SONCAS, déjà, je pense qu'il est déjà 21 heures. On va continuer. Il nous reste quelques minutes à terminer. Modèle SONCAS, c'est bon, c'est juste un acronyme. SONCAS signifie sécurité, orgueil, nouveauté, confort, et puis l'argent et la sympathie. C'est ça, c'est juste un acronyme. Ça, c'est important pour cet acronyme qu'on appelle SONCAS, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Et on peut même ajouter un autre élément qui c'est le E, qui signifie l'écologie, parce que de nos jours, les gens ont tendance vers la sauvegarde de la planète et l'engagement écologique compte beaucoup. Ça, c'est quelque chose ce que vous allez faire, il faut toujours penser à l'engagement écologique. Mais dans certains pays, les gens parlent d'écologie pour l'écologie. Mais non, quand on parle de l'engagement écologique dans tout ce qu'on fait. Par exemple, et, les projections, les PowerPoint que je réalise, j'ai fait en sorte que le fond soit blanc. Pourquoi le fond soit blanc? Parce que ça consomme de moins en moins d'encre et aussi c'est moins lourd. C'est moins lourd, ça fait partie de mon engagement envers l'écologie. Quand c'est moins lourd, ça prend moins de temps à charger et puis ça ne va pas consommer trop de bandes passantes, surtout quand je fais des projections. Voilà, le son casse, c'est ça, le son casse. Hein, vous allez travailler sur la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. La sécurité, les gens avec qui vous discutez cherchent de la sécurité dans ce que vous proposez. C'est de la sécurité qui les intéresse. Et l'orgueil, et les gens sont généralement des égocentriques. Les gens cherchent souvent à s'orgueillir face à ce que vous présentez. Et nouveauté, les gens cherchent de l'innovation. On ne se contente pas toujours avec les mêmes produits et les mêmes services. Le confort et les gens toujours cherchent à rester dans leur zone de confort. C'est à vous de les faire détacher de leur zone de confort. Et puis pour l'argent, les gens sont très sensibles à leurs dépenses, sont très sensibles. Cherchent toujours des produits ou des services à meilleur prix et sympathique. Les gens cherchent toujours une approche sympathique, amicale. C'est ça que les gens cherchent toujours dans ce qu'ils font quand on parle de ce type de motivation. Dans votre argumentaire, vous cherchez déjà à satisfaire à satisfaire la personne en face de vous. Voilà. Déjà, on a les types de motivation. Ce sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté. Euh, le, les modèles sont casse pour les motivations. Comment connaître la sécurité et
Ce sont des personnes qui sont en face de vous, des personnes qui aiment réfléchir, des personnes qui aimeraient toujours essayer, toujours tester le produit avant d'acheter. J'aimerais tester, mais essayer. Et souvent, ces personnes sont méfiantes. Mais par contre, une fois que ces gens-là achètent un produit ou un service chez vous, ces personnes sont devenues fidèles. Ce sont des fidèles. Ces gens-là, ces personnes-là ne vont pas changer pour aller chez la concurrence, pour aller acheter chez une autre entreprise. Voilà, ça c'est important. D'accord? Et cette personne-là, hein, cherche toujours la sécurité, vont jamais prendre la décision tout seul. Et ces personnes-là vont toujours chercher quelqu'un pour les aider à prendre la décision, pour comparer. On va voir, par mesure de sécurité, vous présentez un produit, un service, en même temps, vous discutez avec la personne prend son téléphone ou bien son ordinateur, la personne va regarder sur Internet pour comparer les produits, pour comparer les services aussi, hein, c'est ce qui arrive après, pour regarder la caractéristique du produit. C'est pour cela, quand vous êtes en présence des gens, il faut être déjà assertif, hein, démontrer et la garantir et aussi prouver et pour rassurer la personne. Si vous voulez faire une démonstration, il faut le faire. Si vous avez des échantillons à essayer, il faut présenter l'échantillon à essayer. Et puis, OK, bon, on dit, bon, le plus souvent, hein, les gens sont des égocentriques, on avait dit ça tout à l'heure. Et puis, les gens sont de plus en plus individualistes, hein. Si vous êtes, surtout dans les pays occidentaux, hein, ce sont des véritables individualistes déjà. Ils poussent l'individualisme tellement loin. Le thème hein, demi-frère, demi-sœur, c'est quand je suis arrivé en Europe, j'entends ça, j'étais choqué. Je dis, mais chez nous, on n'a pas cette histoire de demi-frère, demi-sœur. Elle dit, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma sœur. C'est pas parce que ce n'est pas le fils de mon père ou bien le fils de ma mère que ce n'est pas mon frère. Et non, il suffit qu'on a un père en commun ou une mère en commun. On est frère, on est sœur, on est frère et sœur, c'est tout. Cette histoire de demi-frère, demi-sœur, c'est une approche purement occidentale. Voilà, c'est ça, ils sont très individualistes. Et puis par rapport à ça, c'est toujours, il faut flatter l'orgueil de la personne. Bon, on sait que la vente, c'est la chose la plus chiante, que je n'aime pas tellement, parce qu'il faut toujours flatter l'orgueil de la personne, les mettre en valeur. Je sais que vous n'aimez pas n'importe quel produit déjà. Ce n'est pas n'importe quel produit. Ce n'est pas un produit que vous allez trouver dans l'épicerie du coin. Ce n'est pas un produit que vous allez trouver chez monsieur, madame, tout le monde. Ça aussi. Vous voyez? Vous flattez un peu l'orgueil de la personne. La nouveauté, et puis même si la personne n'a pas assez d'argent, mais la personne aime toujours la nouveauté. Tout nouveau, tout bon. Voilà. Ça aussi, les gens aiment la nouveauté. La nouveauté, l'originalité. Anticonformiste, c'est ça aussi, hein. Ils n'aiment pas rester dans une case. Mais bon, là, c'est le plus gros problème des pays occidentaux. Maintenant, ils font face à une génération, ils font partie de l'anticonformisme, qui n'aime pas la doxa imposée par l'État dominant, la doxa imposée par le pouvoir public. Ça aussi, l'anticonformisme. D'accord? Et pour ces gens-là, il faut chercher toujours à les étonner, à les surprendre, déjà, et à innover, montrer que vous êtes créatif, vous proposer de la nouveauté et dire que quelle différence entre mon produit avec ce que vous connaissez déjà? Quelle valeur ajoutée que vous allez trouver? Quel est le facteur de différenciation de mon produit par rapport à ce que vous connaissez déjà? D'accord? Ça, on continue toujours dans le SOCAS. Et pour le confort, l'argent et la sympathie, le confort, on dit, les gens sont le plus souvent des conservateurs. Ils n'aiment pas chercher à détacher des zones de confort, des zones de confort. Et par rapport à ça, c'est déjà de faire voyager les gens, de rassurer la personne, hein, déjà, que il faut pas avoir peur de l'inconnu. Déjà, il faut se détacher des pratiques que vous avez déjà. C'est vrai, vous aimez la nouveauté, mais
faut se détacher des pratiques que vous avez l'habitude que vous avez l'habitude déjà, et maintenant, tester la nouveauté. Ça, c'est important. Mais par contre, pour l'argent, hein, les gens n'aiment pas trop dépenser. C'est ça, l'argent. Les gens n'aiment pas trop dépenser. C'est pour ça qu'on dit, ils passent souvent à comparer aux autres. Allez chercher sur Internet, comparer le prix des produits. Ça, c'est important. La sympathie, déjà. Et bon, on a pas mal de critères pour la sympathie. Euh, c'est- la convivialité, ça aime, les gens aiment ça pour montrer que vous partagez plus ou moins les mêmes valeurs qu'il y a la personne que vous avez en face de vous, pour détecter leur motivation. Et être attentionné, être chaleureux envers la personne, ça c'est important. Ça, vous ne payez pas d'argent pour ces critères, mais bon, vous travaillez sur ces critères. Déjà, c'est la méthode de motivation qu'on appelle SONCAS. Et puis, pour vraiment entreprendre la négociation, on emploie la méthode AIDA. Et puis, pour la motivation, faire les SONCAS. Pour les motivations professionnelles, déjà, ce qui est important pour vous, c'est le retour sur investissement. Vous passez du temps à développer, à convaincre la personne. Et puis, c'est là, il y a un investissement et derrière, il faut qu'il y ait un retour. Euh, Ça permet de sécuriser la production que vous faites et ça permet toujours de nourrir l'entreprise à des nouveautés. D'accord? Et dernier argument que vous pouvez construire, c'est l'argumentaire CAP, hein, l'argumentaire CAP. Bon, ils ont dit les CAP, bon, c'est la CAP plutôt. C'est les caractéristiques, avantages et preuves. Si vous vendez quelque chose, il faut travailler sur les caractéristiques techniques hein, du produit. Il faut présenter les caractéristiques déjà. Par exemple, vous vendez un ordinateur, il faut dire, bon, l'ordinateur que je vous vends, déjà, c'est supérieur aux autres. Ça permet de stocker jusqu'à 250 gigas ou bien 500 gigas ou bien 1 Tera de données, de stocker jusqu'à 1 Tera de données. Ah, c'est caractéristique technique. Il y a un processeur à double cœur ou bien à triple cœur ou un quadricœur qui vous permet de naviguer sans problème, qui permet d'utiliser Windows sans problème. Et sur l'ordinateur, il y a des logiciels qui sont installés gratuitement, les logiciels bureautiques que vous pouvez utiliser. Euh, et en même temps, sur cet ordinateur, vous avez des logiciels graphiques, vous voyez, et dans les détails techniques. C'est pour cela qu'on parle des caractéristiques. Les autres caractéristiques pour un ordinateur, on peut aller sur l'autonomie de la batterie. C'est pareil pour une voiture. Par contre, pour une imprimante, hein, vous vendez une imprimante, il faut aller dans les caractéristiques plus techniques, combien d'impressions par seconde, mais combien d'impressions par minute, combien de feuilles imprimées par minute, aussi quel type d'encre, est-ce que c'est Wi-Fi là, aussi, et les possibilités de recharge, garantie, etc. Voilà. Ça, tout ça, c'est important. Sur le caractéristique. On parle des caractéristiques techniques hein, du produit. Et puis l'avantage pour le client, hein, l'avantage. Les clients, qu'est-ce que ça va rapporter? Par exemple, si on revient sur un ordinateur, ça permet de vous connecter à vos pages rapidement, ça permet de sauvegarder vos données, ça permet de balader avec votre ordinateur, de voyager parce que l'autonomie, si ça dure 8 heures d'autonomie, quand c'est rechargé, vous pouvez parcourir plusieurs pays avec, sans recharger. Il suffit que vous avez un besoin, vous connectez et puis vous travaillez dessus. Et en même temps, ça permet de stocker, surtout si vous prenez beaucoup de photos, de stocker vos photos. C'est l'avantage. Et voilà, si c'est jusqu'à 1 Tera. Par contre, la preuve, hein, oui, la preuve, c'est important. La preuve, il faut que vous ayez soit des documentations, soit des témoignages des gens qui utilisent déjà, ou bien vous avez des échantillons à présenter. C'est ça la preuve. La preuve, c'est important. Témoignage des gens. Ça, c'est la cap. Voilà. Toujours dans l'argumentaire, si on prend l'exemple d'argumentaire, hein, si on prend l'exemple de caractéristiques techniques, les informations qui sont importantes à présenter. On a la composition de base du produit ou du service. On parle de composition
de base, on va prendre un produit, par exemple, le lait concentré. Le lait concentré, si on va vendre du lait concentré, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, vous regardez sur l'emballage, il y a les informations en plus de l'emballage, mais il faut que vous maîtrisez pas mal de notions sur sa composition. Composition en termes de glucides, en termes de protéines, en termes de sucre, hein, sucre ajouté, parfois des vitamines ajoutées, compléments vitaminés, tout ça. Il faut expliquer. Voilà. Et performance technique, hein, qu'est-ce que ça permet de résoudre comme problème? Performance technique, hein. Fonctionnement, comment on utilise le produit? Ça aussi. Ça aussi, ça c'est important. Et puis, d'autres critères commerciaux, hein. Là, quelle entreprise qui produit, quelle marque, quelle entreprise. Par exemple, si on prend un ordinateur, est-ce que c'est Dell, est-ce que c'est HP? Oui, est-ce que c'est Dell ou HP? L'origine, est-ce que c'est fabriqué au Japon, aux États-Unis, en Chine, en France? L'origine, ça compte au l'endroit où fabriqué et conditionné. Conditionnement, est-ce que ce produit peut garder à l'air ambiante, hein? Est-ce que c'est au frigo, au réfrigérateur qu'il faut conserver ce produit-là? Ou bien, hein, est-ce que si on est en changement de température ou bien transition, comment il faut conserver ce produit-là? Et les garanties, c'est sur combien d'années après avoir acheté ce produit, il va y avoir une garantie si le produit est en panne, hein. Est-ce que vous allez réparer gratuitement? Est-ce que je dois payer pour la garantie? Tout ça, ce sont des informations importantes. Les services après-vente, hein, et après la vente, qu'est-ce que je vais bénéficier? Par exemple, hein, si on achète une grosse imprimante pour une université, qui va en venir, qui va me déposer, qui va monter aussi, qui va montrer comment ça fonctionne. Ça aussi, ça fait partie du service après-vente, hein. Et puis, si on achète un système d'éclairage qui va monter les lampes pour moi, ça aussi, ça c'est important. Ou bien des vidéoprojecteurs qui va monter les vidéoprojecteurs. Et si ces vidéoprojecteurs sont en panne, il va venir, tout ça c'est important. Et délai de livraison aussi, délai, c'est quand je vais l'avoir. Tout ça, ce sont des informations qu'on met au niveau du CAPT, hein. Et puis, ces informations sont importantes. Bon, et si on revient sur son casse, on cherche souvent à croiser son casse et CAPT. Et quand on fait ce croisement, et ça permet d'avoir l'argumentaire recherché, l'argumentaire à réaliser. Bon, voilà, on a beaucoup parlé parce que c'est important de présenter tous ces outils-là. Pour terminer, on a le processus d'argumentaire, déjà, qui se base sur comment valoriser les besoins du client, de la personne. Et puis, comment mieux argumenter, et puis le contrôle qu'on peut réaliser. Bon, en gros, on a toutes ces notions pas, qui sont pas déniées de la réalité, qui sont importantes pour valoriser les besoins. Valoriser les besoins, c'est comment le vendeur va répondre, ou bien le négociateur va répondre au client ou bien à la personne en face de lui. Et pour argumenter, vous sélectionnez des arguments de personnalisation. C'est toujours travailler toujours sur le son cas si les personnes sont égocentriques. On sait que les personnes sont égocentriques. Il faut déjà sélectionner des arguments. Ça. Puis, pour mieux sélectionner les arguments, pour personnaliser les arguments, vous énoncez d'abord l'avantage qui prouve que le besoin le besoin est basé sur des, sur des besoins spéciaux. Le besoin est basé sur vraiment un avantage recherché par la clientèle. C'est ça. Vraiment, vous sélectionnez des arguments importants qui sont personnalisés, qui soient basés sur ce qui est recherché la personne. Et puis, la personne derrière va vous observer et va vous juger. Voilà, bon, on arrête là parce que il est déjà 17. Je vous accorde quelques minutes de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Mais sinon, on va terminer.
puis, bon, ça, c'est la partie qu'on va voir la semaine prochaine, l'attitude du client. Et puis, après l'attitude du client, comment se mettre dans la peau du client aussi, hein, passer de 4P à 4C. 4C, c'est valeur ajoutée. On va mettre en pratique et aussi euh, le paradis aussi qu'on va mettre en pratique. Bon, ça, on est dans un cadre commercial, mais rassurez-vous, dans le cadre de la négociation, négociation pure, hein, même en diplomatie, c'est le même cas, quel que soit le problème que vous avez en face.